Bienvenue, Fouad Doueri. Merci de votre invitation, c'est Rachid. Merci à vous de l'avoir accepté. Fouad Doueri, je rappelle que vous avez été ministre de l'Énergie et des Mines et que vous êtes membre du Conseil... De l'eau et de l'environnement, parce que c'est une problématique très importante. On va peut-être en parler d'ailleurs, sur l'eau et surtout la question du financement, essentiellement. Et je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'Istiqlal et de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Tout à fait. On va parler un peu de politique aujourd'hui, pour commencer ce débat sur est-ce que l'Istiqlal arrive à enfin... j'allais dire, à remonter un petit peu la pente, à être visible. Il n'y a aucune impertinence dans cette question-là, mais je sais que vous devez remonter la pente et que Nizar Baraka se bat avec vous, avec d'autres, mais que j'ai l'impression, je reste interrogatif, moi. Est-ce que oui ou non, vous considérez être visible aujourd'hui politiquement ? Je crois que l'Istiqlal, effectivement, après une phase plutôt penchée sur l'interne, après le congrès de l'année dernière, d'il y a 1 an et demi à peu près, les 6 premiers mois étaient beaucoup plus axé sur le travail interne, la réorganisation, la répartition des responsabilités entre la direction et les différents responsables territoriaux et centraux. Et par la suite, effectivement, le Istiqlal a démarré, je dirais, dans un travail de réflexion, un travail de proposition. Nous avons défini il y a à peu près 1 an, notre position en tant que parti d'opposition. D'accord. Dans le débat politique et dans le débat public. C'était l'objet d'une résolution du Conseil national, d'un des derniers conseils nationaux, et une opposition istiqlalienne, c'est-à-dire constructive, une opposition sur les idées, une opposition avec des propositions aussi. Et nous avons démarré l'une des propositions qui a le plus fait parler d'elle était au mois de mai de l'année dernière sur la proposition d'une loi de finances rectificative. Qui a été rejetée par le gouvernement. Qui a été, Semeni a écouté, mais il n'a pas décidé. Encore une fois, je dois dire. Et encore une fois, il n'a pas décidé. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de choses qu'il décide actuellement. Il décide pas grand-chose. Et cette proposition se faisait suite à la campagne de boycott, aux difficultés rencontrées par les citoyens marocains, notamment par la classe moyenne, qui est le fondement de la stabilité, du développement d'une société. On va y revenir, mais si on reste encore au niveau du terrain politique, Fouad Doueri, aujourd'hui, quand Nizar Baraka, je crois que c'est la semaine dernière, c'était mercredi dernier, il y a un séminaire, c'était organisé par l'Alliance. Par l'Alliance, tout à fait. L'Alliance a fait cette déclaration en disant que la possibilité, l'éventualité d'élections anticipées, c'était probable aujourd'hui. Je n'ai pas entendu cette même déclaration, mais vous savez, ça ne nous appartient pas. Aujourd'hui, il y a une problématique politique claire. Le gouvernement n'a pas instauré un climat de confiance dans la société. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'une des raisons des difficultés économiques et de la baisse de l'investissement au Maroc. Vous le voyez à travers tous les chiffres. La crise en matière de confiance. Il y a une crise de confiance. Et ce gouvernement, je pense, moi je l'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, il a mal démarré. C'est un gouvernement, d'abord dans sa constitution, ça a pris plusieurs mois, il y a eu 5 mois ou 6 mois de blocage. Puis quand il a démarré un gouvernement avec 2 pôles antagonistes dont on voit tous les jours l'expression, c'est-à-dire qu'il y a dans ce gouvernement, on a l'impression qu'il y a 2 chefs de gouvernement, 2 groupes antagonistes qui sont en campagne électorale. Salah El-Othmani et Azer Khenouch. Exactement. Et ils sont en campagne électorale. Ils ne sont pas en train de gérer les affaires du pays, ils sont en campagne électorale. Donc partant de là, on se pose la question, on se dit, il faut quand même sortir de cette situation. Comment ? La solution, il y en a plusieurs. Mais nous avons proposé là aussi des solutions. Et nous avons dit, il faut que le gouvernement, nous on souhaite que le gouvernement réussisse, c'est le gouvernement des Marocains. Ce gouvernement, il n'appartient pas qu'à lui-même. En même temps, s'il réussit, le gouvernement, vous n'avez plus aucune chance de retrouver le pouvoir. C'est pas le problème. S'il réussit, on applaudira applaudira et on le soutiendra. Mais qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui en termes de... Donc, parmi les propositions, nous avons notamment proposé que dans les 3 mois qui viennent, il puisse proposer un nouveau programme gouvernemental. Parce que ce qu'il a proposé jusqu'à présent, d'abord, il n'a pas mis en œuvre et ça ne marche pas. Le programme gouvernemental initial, voilà, donc nous sommes une force de proposition. On constate que politiquement, ce gouvernement est constitué de 2 blocs antagonistes et qui se marquent à la culotte, comme on dit, passez-moi l'expression. Et partant de là, il faut sortir par le haut. Alors, il y a plusieurs façons de sortir. L'une des façons, c'est celle que nous avons proposée notamment, c'est de dire il faut un nouveau programme. Un nouveau programme gouvernemental, donner une nouvelle impulsion, peut-être. Un nouveau programme peut être avec une nouvelle équipe
gouvernementale. Donc voilà, donc le sous-entendu éventuel de Nizar Baraka sur et ça peut aller jusqu'aux élections, mais ça me semble pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Pas trop l'ordre du jour. Ça me semble pas. Donc on proposera avec les mêmes hommes. Non, vous appelez simplement de la révision des orientations des politiques publiques. Je pense que la révision du programme gouvernemental est fondamentale, notamment pour redonner cet élan de confiance. Et s'il y a une révision du programme, il est logique qu'on puisse penser à de nouveaux hommes pour mettre en place de nouveaux programmes. Donc remaniement, quoi. Ça semble pas forcément. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous dérange principalement dans les est-ce que par exemple ce qui a fait l'actualité la semaine dernière, et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, sur le rapport du Conseil de la concurrence, la position du Conseil de la concurrence sur les hydrocarbures? C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien qu'au Maroc. Est-ce que vous considérez que le gouvernement gère bien le dossier? Écoutez, je trouve d'abord qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on commence à travailler normalement. C'est-à-dire qu'il y a un Conseil de la concurrence qui est indépendant et il y a un gouvernement qui est indépendant. Et ça, c'est pas facile à comprendre pour les gens, mais c'est comme ça. L'avenir est comme ça. Les autorités indépendantes vont prendre de plus en plus de poids dans la vie publique. Au détriment du politique ou avec un équilibre avec le politique? C'est des autorités indépendantes qui ont donc une sphère de compétences et dans laquelle ils auront de l'autorité et du pouvoir. Et ça, le gouvernement doit apprendre à travailler avec ça. Il y aura des débats, il y aura des sortes de polémiques. Eh ben, c'est bien. Bon, ça, c'est pour la forme, Fouad Ouéry. Si on va sur le fond, la position du Conseil de la concurrence, vous, en tant que parti de l'opposition, est-ce que vous la saluez en disant clairement, de manière très synthétique, nous sommes contre la mise en place d'un plafonnement des marges des pétroliers? Non, c'est pas ça. D'abord, ça serait une mauvaise chose. Constat, et il est général, la libéralisation a été mal faite. Ça, elle a été un fiasco. La libéralisation qui a été faite le 1er décembre 2015, je pense, a été un fiasco. La preuve en est toutes les difficultés. Et je dirais, qui ont mis en mauvaise posture aussi bien les citoyens d'abord. Les citoyens ont eu le sentiment de trop payer, que le gouvernement qui a été pris à partie, que les opérateurs pétroliers qui ont été montrés du doigt, justement ou injustement. Donc, partant de là, il faut sortir de cette situation. Alors, je constate que ce n'est que maintenant, 2 ans après le début du problème, qu'on commence vraiment à travailler sur ce sujet. Donc là aussi, le gouvernement a fait preuve de retard, d'incompétence, d'indécision. Est-ce que l'Istiklal est pour ou contre le plafonnement des marges? Par rapport à la position du Conseil de la concurrence, est-ce que vous êtes beaucoup plus sur la position du Conseil de la concurrence ou beaucoup plus sur la position de la Sainte-Daoudi? On est allé plus loin. Oui. Notre vision, et ça on l'avait déjà dit quand on était au gouvernement, il est assez légitime on ne parle pas de la décompensation qui est passée, que personne ne remet plus en question. D'accord? Parce que difficile de supporter le poids pour le gouvernement ou pour les budgets de l'État et de maintenir les prix artificiellement. Par contre, nous avons dit il faut aller encore plus loin, notamment en envisageant ce qu'on appelle la TIC flottante. Parce que vous savez que dans le prix des hydrocarbures, la taxe intérieure de la consommation, ce qu'on appelle la TIC, pèse très lourd. On est autour de 60% du... Peut-être un peu moins, non, parce qu'il y a la TIC et la TVA, on ne revient pas sur la TVA, mais on parle de la TIC, de la taxe intérieure de la consommation. Ce qu'on dit, c'est que par rapport à la marche de l'économie nationale, par rapport au pouvoir d'achat des citoyens, notamment de la classe moyenne, ils ne peuvent pas, eux, aller dans ces montagnes russes des prix des hydrocarbures. On ne peut pas aujourd'hui avoir le gasoil à 7, puis 3 mois après, il peut monter à 10, etc. C'est très difficile. Donc on peut imaginer un système de TIC flottante, c'est-à-dire que quand le prix sur les marchés internationaux est bas, l'État encaisse des taxes importantes, plus importantes que la moyenne. Par contre, quand les prix sont hauts, l'État va encaisser moins de taxes de manière à cibler un prix des hydrocarbures. Par exemple, supposons qu'on dit aujourd'hui notre cible, c'est le gasoil entre 8 dirhams 50 et 9 dirhams ou 9 dirhams 50. Et on dit, si les prix augmentent plus, la TIC va diminuer pour jouer l'amortisseur. Si les prix diminuent beaucoup, la TIC peut augmenter pour constituer des réserves pour faire face à une flambée. Il faut toute une logistique pour gérer ça. Je veux dire, non, c'est pas une logistique, c'est une réglementation, c'est une loi qui peut passer et qui permettrait à la fois... Pourquoi on le fait pas? Pourquoi le Istiklal c'est pas une intervenu comme ça dans le débat? Parce qu'aujourd'hui... C'est une proposition. Je pense qu'il y a les assises de la fiscalité, il y a un certain nombre on va en parler d'ailleurs. Sur lesquelles il faut venir avec des propositions. L'Istiklal, là aussi, fait preuve de responsabilité en faisant des propositions réalistes. Ça existe dans d'autres pays, on ne serait pas les précurseurs, qui à la fois sauvegardent le budget de l'État, mais lissé sur plusieurs années, et protègent les citoyens et les entreprises contre d'éventuelles
je dirais, hausse très très forte ou très rapide, ou baisse très très forte et très rapide. Du prix du baril de Brent. Exact. Donc vous êtes plutôt sur la proposition dans ce débat-là. Vous intervenez pas. Vous êtes ni pour ou contre le Conseil de la concurrence ou pour ou contre la position de la CNTD. Non, le Conseil de la concurrence a dit une chose logique. Là, il a dit la libéralisation était mal faite. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut revoir. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que c'est un sujet qui est un peu plus précis que simplement des idées vagues. Par exemple, il est normal que les stations-service sur les autoroutes, on puisse réglementer la marge. Parce que quand vous êtes sur une autoroute, en tout cas le plafond des prix, eh bien vous êtes obligé de vous arrêter à une station. Même la concurrence ne peut plus jouer. D'accord ? Dans le marché des hydrocarbures, il faut le segmenter, il faut aller un peu plus fin. Il y a ce qui est le fuel, le propane, le butane à destination des entreprises. Il y a les hydrocarbures liquides dans les stations-service. Donc chacun de ces segments doit faire l'objet d'une approche un peu particulière avec des solutions un peu particulières. Je vous donne l'exemple des stations-service sur autoroute. Elles ne sont pas traitées comme les autres. Il y a aussi des opérateurs qui disent voilà, il y a aussi peut-être une situation de monopole, voire d'oligopole. Il y a une concentration du marché. Oui, donc il faut arriver à déconcentrer le marché. Le politique, peut-être qu'il a son mot à dire. C'est pas une concentration énorme. Aujourd'hui, les 5 premiers pèsent 75%. Ça, dans tous les marchés, vous avez ça. C'est pas seulement les hydrocarbures. Vous prenez le marché, je sais pas moi, de la banque, c'est la même chose. Prenez le marché de l'assurance, c'est la même chose. Prenez le marché des télécoms, il y en a que 3. Donc vous voyez que ce phénomène n'est pas spécifique aux hydrocarbures. Hein. Mais par contre, la manière dont la concurrence peut jouer, la manière dont on peut la contrôler, l'inciter est différente. On pourrait ouvrir le marché plus largement à d'autres compagnies. Il y a plusieurs solutions. Ce que je note, c'est que le gouvernement a enfin saisi cette question. Sid Daoudi, parce que ça fait des mois et des mois qu'il nous dit « je vais faire quelque chose ». Il a dit maintenant, finalement, il a rechangé de position en disant « je vais vers une approche concertée avec les pétroliers ». Les acteurs. C'est bien les approches concertées. Sur le principe, c'est bien. Pour trouver... On attend les résultats. Nous, ce qu'on veut en tant que parti politique et en tant que citoyen, c'est que la clarté, qu'on nous explique clairement. Si c'est convaincant, on va l'accepter. Qui gagne qui gagne quoi? Qui est avec qui gagne quoi? C'est ça la clarté? Oui, oui, la clarté. Toute la chaîne de valeur, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi on doit s'attendre? Est-ce que vraiment on va limiter, plafonner les marges? Est-ce qu'on va faire un autre dispositif pour s'assurer que la concurrence fonctionne? Et en tout cas, quel que soit ce qui doit se passer, ce qu'on attend, c'est que le gouvernement, à ce moment-là, qu'il prenne ses responsabilités. Et le Conseil de la concurrence, parce que les deux, c'est-à-dire que le citoyen marocain doit se dire je suis protégé. Il y a le Conseil de la concurrence et le gouvernement qui veille à ce que je ne sois pas le dindon de la force. Ça, c'était un petit peu l'actualité de la semaine dernière. Puis il y a une autre actualité aussi, c'est la réforme de l'enseignement, avec des bras de fer. Alors, il se dit avec insistance que l'Istiqlal serait aligné au Parti Justice et Développement sur la réforme de l'enseignement et sur la question des langues. Est-ce que il y a alignement ou il y a désalignement? Non, on n'est pas aligné sur un parti. Nous avons notre position. Elle peut être la même que tel ou tel parti. Ce n'est pas un problème. D'abord, notre position part de la Constitution. La Constitution dit bien clairement que l'arabe et l'amazigh sont les 2 langues officielles du Royaume du Maroc. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il y a cette idée de dire nous allons faire l'enseignement des langues, des matières scientifiques en langue étrangère. C'est une idée dont on peut débattre. Notre problème aujourd'hui, il est le suivant. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres. Sur les 130 000 candidats enseignants, donc vous savez que depuis 2016, il y a un cadre de concours des enseignants qui sont contractuels pendant 2 ans, puis après qui maintenant ont un statut. Sur les 130 000 qui ont fait l'examen de 2016-2017, la rentrée 2016-2017, 1000 seulement maîtrisaient la langue française. 0,7% des candidats maîtrisaient la langue française. C'est ceux-là qui vont enseigner à nos enfants. Deuxième chiffre, il y a une étude de l'Observatoire du développement humain qui est sortie dernièrement qui montre que seulement 5% des enseignants et 0% entre l'arabe et le français maîtrisent 80% du programme dans la langue. C'est-à-dire que les enseignants ne maîtrisent ni le français ni l'arabe. Et donc, alors, par rapport à ça, on va demain mettre en œuvre rapidement un changement de langue pour des gens qui ne maîtrisent pas la langue. Et les enseignants qui ne maîtrisent pas la langue. Nous pensons que ça sera un échec énorme.
Et donc, face à ça, en responsabilité, nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord de discuter comment on va faire, d'avoir des garanties, etc. On n'est pas contre. Au contraire, le Parti de l'Istiqlal est pour renforcer l'enseignement des langues étrangères. Maintenant, les gens ont tendance à dire que c'est ça la solution à notre problème d'enseignement. C'est faux. C'est un mensonge. On est en train de mentir au peuple marocain. Si on dit que changer, on va faire les matières scientifiques en français, ben on va régler le problème de l'enseignement. C'est faux. Vous savez qu'il y a un an et demi, il y a un an et demi, il y a eu un rapport de l'OCDE sur l'enseignement. Ils ont dit, moi j'ai vu les extraits dans les journaux, d'ailleurs c'est sorti, ils ont dit textuellement, la première cause, pas la seule, mais la première cause des problèmes de l'enseignement au Maroc, c'est la gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance et la dilapidation des deniers publics. C'est un rapport de la Banque mondiale. Vous savez, moi je fais référence juste à quand monsieur Archichel était ministre, le plan d'urgence, quand il était ministre de l'Éducation. Il a dit, donnez-moi 30 milliards, je vous règle le problème de l'enseignement. Il a dépensé 30 milliards, le problème de l'enseignement, il n'est pas réglé. Donc méfions-nous des idées comme ça qu'on balance. Mais quand on colle aujourd'hui à l'Istiqlal le fait que le parti a fait une opposition, là, en l'occurrence idéologique, à l'introduction des langues étrangères. Non, c'est pas idéologique. D'abord, il y a des principes. Pour vous, bien sûr qu'il y a les principes, c'est la Constitution, bien sûr, c'est la langue nationale. Maintenant, c'est d'abord pragmatique. Nous affirmons aujourd'hui que ça serait une catastrophe pour l'enseignement parce que nous ne sommes pas prêts. On est prêt à en discuter. On dit c'est un sujet suffisamment important pour qu'on en débatte de manière détaillée. Vous avez parlé des 130 000 enseignants, c'est ça? Oui. 130 000 qui étaient candidats. Qui étaient candidats au concours. Voilà. Et vous avez dit qu'il avait à peu près 1000, c'est-à-dire un peu moins d'1%, qui maîtrisaient la langue française. Il y a à peu près, je pense, dans notre pays, un peu plus de 7 millions d'élèves. Oui, 8 millions même. Oui. 8 millions, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour les 8 millions? Parce que vous me dites 130 000, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'on fait pour les 8 millions? Non, écoutez. Les 8 millions, non. Simplement, ma question, moi, c'est qu'est-ce qu'on fait des 8 millions? Comme qu'est-ce qu'on fait des 3 millions de personnes aujourd'hui qui sont ni à l'école, ni en formation, vous savez, les NEET, là, ni en emploi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Moi, je veux bien, ces enseignants, il y a effectivement un gros déficit que vous avez pointé du doigt, que vous avez relevé, ok, mais qu'est-ce qu'on fait des 8 millions d'enfants scolarisés et qu'est-ce qu'on fait des 3 millions qui sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi? Non, là, vous posez une question très vaste. C'est les chiffres aussi, non, donc non, c'est une question, 8 millions. Oui. Non, c'est une question très vaste. Vous dites cette problématique de réforme de l'enseignement et de mise à niveau de l'enseignement par rapport aux objectifs ou par rapport aux résultats auxquels on doit s'attendre est une problématique très importante. Et moi-même, j'en parle souvent à des experts. Je ne suis pas expert dans le domaine de l'enseignement ou de l'éducation. Et je suis surpris par l'ampleur du désastre. C'est-à-dire, voilà, un secteur où on a mis beaucoup d'argent, on a mis beaucoup de moyens. Ça fait, depuis l'indépendance... On met 60 milliards par an. Et on n'arrive pas. On met 60 milliards par an dans l'éducation. Il y a effectivement... Il y a eu des diagnostics par des organismes marocains, des groupes de réflexion, des organismes internationaux. Il y a plusieurs sujets à adresser. Et parmi les sujets importants, effectivement, la gouvernance, vous l'avez cité, parce que... C'est ce qui ressort du rapport de la Banque mondiale. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a un taux d'absentéisme, par exemple, élevé des enseignants, ça c'est un problème. Quand vous voyez un manque de formation des enseignants, voilà notre problème. Et peut-être même les objectifs et les fondements de notre éducation. Qu'est-ce qu'on attend d'un enfant à la fin du primaire? Qu'est-ce qu'on attend d'un enfant? On n'attend pas de lui remplir la tête de données. Mais qu'il ait la tête on attend qu'il sache lire, écrire et compter. C'est quoi la solution aujourd'hui? C'est quoi la solution aujourd'hui pour vous, Fouad Bouri? C'est quoi la solution? Si, avec tout ce que vous avez pointé du doigt, avec tous les challenges et les défis, tous les chiffres aujourd'hui, c'est quoi la solution? Alors, est-ce que les langues au niveau de la gouvernance, je pense que nous devons rapidement aller vers la régionalisation. Il ne faut plus. On y va vers la régionalisation. On a donné plus d'autonomie aux académies. On commence à y aller. Il y a eu une grève générale des enseignants la semaine dernière qui refusent les contrats à durée déterminée. Non, écoutez, ça, je crois qu'il y a. Et le politique là-dessus. Sur ce sujet, c'est pas que je vais appuyer le gouvernement parce qu'il a au début mal travaillé sur ce sujet. Mais il faut remettre les choses à leur place. Les enseignants, quand ils ont été recrutés sous contrat et on savait pas ce qu'on allait faire. Aujourd'hui, la vision est plus claire. Ces enseignants ont un statut dans le cadre des académies régionales.
ils ont les mêmes avantages que les fonctionnaires de la fonction publique, c'est-à-dire au niveau salaire, protection sociale, etc. Sauf qu'ils sont recrutés par l'académie dans un cadre régional. Ils ont un statut particulier. Ce ne sont pas des contractuels. Au bout de 2 ans, ils rentrent dans le statut, ils ne sont plus contractuels. Pourquoi ils ont fait grève Ils deviennent titulaires. Bon, je crois ils pensent qu'être fonctionnaire, ça les protège plus. Je pense qu'il y a un travail de dialogue, de discussion avec ces gens-là, de clarification. C'est nouveau, ce statut. Il n'existait pas avant. Oui, le nouveau statut de la fonction publique, d'ailleurs. Non, c'est pas la fonction publique, c'est le statut des AREF. Des AREF. Des académies régionales de l'éducation et de la formation. Mais ça rentre un peu dans la fonction publique, dans le statut un peu élargi, la fonction régionalisée en tout cas de la fonction publique. Simplement, pourquoi le politique n'a pas pris part, ne s'est pas exprimé lorsqu'il y a eu cette Je crois grande que ça a été manifestation. très mal expliqué. Ah bon? Vous savez, ça c'est nouveau, cette question de statut. Elle date d'il y a quelques mois, elle n'a pas été communiquée. Les gens ne le savent pas. Moi, je l'ai su parce que j'ai posé la question. Je suis allé me renseigner. Mais il fallait chercher parce que quand l'information. je vois ces gens-là, pour moi, la solution contractuelle n'était pas tenable. On ne peut pas mettre des enseignants contractuels à vie. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, la problématique a été, en tout cas, traitée. C'est-à-dire qu'on dit oui, au bout d'1 an ou 2 ans, quand ces gens-là ont fait une sorte de stage, ils ont fait leurs preuves, ils rentrent dans un statut qui les protège et qui leur donne des droits et des devoirs. Et ça, je pense donc que vous comprenez pas c'est une première étape vers la régionalisation. Donc ceux qui ont fait grève, vous comprenez pas, vous les soutenez pas. Non, ils ont fait grève, ils ont des revendications. Mais il y a dans les gens ont le revendications, droit d'avoir des la revendications. principale revendication, Fouad Duhéry, des personnes qui étaient dans la rue mercredi dernier, c'est nous ne voulons pas ce statut de contrat à durée déterminée, ce régime-là. C'est ça il n'est la pas à première durée revendication. déterminée. Alors, donc, s'ils disent durée déterminée, Ils disent on veut pas de CDD, on veut pas être ils ne sous sont ce pas, régime-là. ceux qui rentrent dans le statut ne sont pas à durée déterminée. Donc, je pense qu'il faut dialoguer avec ces gens pour leur expliquer qu'ils ont un statut permanent, ils sont protégés en tant que salariés, ils auront le droit à l'avancement, ils auront le droit à, etc., à la formation, tous les droits qui les protègent. Tous les droits et à partir de là, tous les droits qu'il n'y a pas dans le secteur privé. Je trouve normal qu'à l'avenir, les enseignants soient recrutés dans les académies. D'accord. Donc, moi, je trouve ça normal. C'est une position personnelle. Bon, ça, c'est pour les futurs enseignants, en tout cas, qui seront déployés dans les académies régionales. Mais ça, je crois qu'il y a à peu près 15 000 qui sont prévus dans le projet de loi de finances. Oh, il y a une vingtaine de milliers sur les 3 dernières années par an. Hein, oui. Par an. Donc, sur un train de 15 000, donc c'est quand même relativement important comme train. Donc, juste sur les langues et la gestion politique de ce dossier-là, sur l'enseignement, pour vous, la position de l'Istiqlal, elle se veut beaucoup plus pragmatique qu'idéologique, c'est ça? Elle est les deux. Elle est idéologique et pragmatique. Bien sûr. La souche identitaire. Elle est très pragmatique. L'idéologie, c'est pas de l'idéologie, c'est le respect de la Constitution qui, je le rappelle, a été votée à plus de 95% et 75% a participé. 75% de taux de participation, plus de 95% de oui. Donc les Marocains ont choisi une constitution, il faut qu'on l'applique. Oui, mais des fois, c'est justement, quand tu dis l'application, juste une position politique sur ce sujet-là, bien précis, c'est celle de Aziz Arnouch qui, ce week-end, était à Dakhla. Je ne sais pas si vous avez suivi, il a organisé un meeting. Il a fait cette déclaration, je cite, « Ceux qui sont contre l'enseignement des matières scientifiques et techniques en langue étrangère ne veulent pas que le pays avance. » Fin de citation. Bon, est-ce que vous sentez visé? Est-ce que vous dites, il est en train de me parler là? Non, je ne me sens pas visé, je pense que c'est... Je dis vous, c'est-à-dire le parti, votre parti. C'est une déclaration de Aziz Arnouch samedi de Dakhla. Nous, on peut lui prouver à Arnouch, s'il écoute et s'il a la capacité d'écouter et de comprendre ces problèmes de l'éducation, que dans les circonstances actuelles, et on le montre à travers un certain nombre de chiffres, cette réforme serait une erreur et serait catastrophique pour nos jeunes et nos enfants. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est que on est prêt à dialoguer sur ce sujet. S'il y a une réforme, elle doit être couronnée de succès. On ne peut pas faire des choses juste... on balance une chose et puis dans 5 ans, 10 ans, on se dira « Ah ouais, mais ça n'a pas marché et on trouvera encore. » Aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignants pour appliquer cette réforme. C'est clair? Si monsieur Arnouch ou d'autres responsables peuvent dialoguer avec nous, nous montrer qu'ils sont prêts, on les écoute. Nous avons montré notre position, nous avons donné des chiffres qui étayent notre position, eh bien, il n'a qu'à nous répondre. Nous sommes un parti d'opposition constructive et nous interpellons le gouvernement, il n'a qu'à nous répondre. Fouad Duhéry, ces enseignants qui ne sont pas en capacité de maîtriser ou la langue arabe ou la langue française, en tout cas essentiellement, si on reste sur le français, c'est la responsabilité politique de qui?
C'est la responsabilité politique générale de tous les gouvernements qui se sont succédés. C'est pas nouveau cette situation. Sauf qu'elle s'aggrave. Elle n'est pas nouvelle. Hein. Je ne jette pas la pierre à ce gouvernement. Le pourrissement de cette situation qui donne lieu aujourd'hui à des enseignants qui ne maîtrisent pas la langue française, par exemple, ça veut dire qu'il y a aussi une responsabilité politique de l'Istiqlal. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est une responsabilité collective des partis, dont celle de l'Istiqlal. C'est une responsabilité des différents gouvernements qui se sont succédés. Je ne citais aucun parti. J'ai dit les différents gouvernements qui se sont succédés. Parce que cette situation de l'enseignement, je dirais, un citoyen normal, il voit bien qu'elle se détériore d'année en année. Elle s'améliore sur un seul indicateur, c'est le taux de scolarisation. Où on a atteint des chiffres quasiment de 100%. Avec la généralisation de l'enseignement. On a fait du chiffre. Mais en qualité, on voit bien qu'on s'est déconnecté. Je dirais la qualité diminue et on s'est déconnecté des attentes du marché de l'emploi, des attentes de ce qu'est un citoyen du futur. Le citoyen du futur doit être capable de comprendre, il doit être capable d'imaginer. De parler anglais, de parler français. Voilà, d'être ouvert, de construire des solutions. Bien sûr, de parler des langues. Bien sûr, Najed Vallaud-Belkacem, d'utiliser des langues étrangères. Qui était à votre place mardi dernier, qui nous disait aujourd'hui, si on ne maîtrise pas l'anglais, si on ne parle pas l'anglais couramment, si on n'est pas l'adepte du coding et du décryptage, limite, c'est les nouveaux analphabètes. Exactement. Donc ma question aujourd'hui, vous en tant que responsable politique Fouad Boïri, vous avez parlé de l'accessibilité aussi au marché de l'emploi. On voit toujours le secteur privé qui monte au créneau en disant il n'y a pas de compétences sur le marché, on n'arrive pas, donc du coup il y a inflation d'ailleurs des revenus et des salaires. C'est quoi la solution aujourd'hui? Est-ce que l'anglais, le français, l'ouverture réelle sur toutes les langues étrangères, les langues vivantes et les langues dynamiques, est une exigence, une nécessité? Il ne doit pas avoir, et limite ça ne doit même pas donner lieu à un débat. Donc la capacité, l'ouverture et le développement de l'enseignement et de l'usage des langues étrangères est très important. La seule chose, ce qu'on dit, ce n'est pas l'enseignement des matières scientifiques en langue française qui va résoudre le problème de l'éducation, et ce n'est pas, aujourd'hui, une solution applicable. Voilà notre position. Nous sommes responsables, nous avons le droit en tant que parti politique de prendre une position, et c'est une position courageuse. Parce qu'on savait qu'on allait se faire taper. En tout cas, vous avez une position qui est quasiment alignée, je ne sais pas si ça va vous gêner une fois de plus, à celle du parti Justice et Développement, qui lui aujourd'hui est sur la au départ on savait pas trop, puis aujourd'hui c'est sur la progressivité. C'est un parti politique marocain qui dirige le gouvernement, et bon, ça veut dire s'il a la même position que nous, politique. Nous, en plus, nous avons expliqué notre position de manière très pragmatique. Nous disons voilà pourquoi nous sommes opposés. Nous l'avons expliqué. On n'a pas attendu que le PJD ou un autre parti donne sa position pour le faire. On l'a fait en responsabilité. Mais vous parlez de la question de l'éducation nationale, je vous dis, les experts, les gens qui se sont penchés dessus, ont cité de multiples problèmes. Écoutez, monsieur Hallaoui, quand vous voyez l'un des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde, c'est la Finlande. La Finlande, ils parlent finlandais. C'est pas une langue très courue dans le monde entier, à part en Finlande. Pourtant, le système d'éducation est magnifique. Quelle est la deuxième langue? Donc, la question de la langue, il faut l'observer. Quelle est la deuxième langue que maîtrisent parfaitement les Finlandais? Ah, sûrement l'anglais. Non, c'est pas sûrement, je vous confirme, c'est l'anglais. Voilà. Donc, ils maîtrisent parfaitement leur langue. Oui. D'accord. Mais ils ont un bon système éducatif. Et parfaitement l'anglais. Donc, ils n'ont pas de soucis sur l'ouverture sur le monde extérieur et sur la langue business qui est l'anglais. Je suis d'accord. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, bien. Parce que nous, j'ai l'impression qu'on n'a pas tranché. On dit, entre l'arabe, l'amazigh, le français, l'anglais, on est là en train de... Ça patauge. Eux, c'est tranché. Quand vous allez dans les pays du Golfe, les jeunes étudiants maîtrisent parfaitement l'anglais. Ils ne ramènent pas ça à l'identité. Donc, national. C'est pour ça que j'essaie de comprendre, nous, dans l'environnement marocain. La maîtrise de la langue, d'une ou de deux langues étrangères, est fondamentale. On est bien d'accord. Elle est, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, elle devient un actif ou un atout indispensable. Et donc ça, on est tout à fait d'accord. Renforcer l'enseignement des langues étrangères, c'est une priorité. Mais vous parlez, vous, de la réforme de l'éducation, c'est-à-dire comment faire que nous ayons... Il y a plusieurs indicateurs pour juger de la qualité de l'éducation. Il y a les indicateurs, les tests PIRLS que vous connaissez, qui montrent où le Maroc est pratiquement au dernier rang depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire, est-ce qu'un élève à la fin de l'enseignement primaire, il sait lire, écrire et compter? Est-ce qu'un élève etc. C'est l'un des indicateurs de la qualité de l'éducation. Il y a d'autres indicateurs comme le taux d'abandon scolaire, comme combien de gens qui rentrent en classe arrivent jusqu'à l'enseignement supérieur. Sur cette série d'indicateurs, nous sommes défaillants. Donc la question pour améliorer l'enseignement, c'est un peu plus profond qu'enseigner les matières scientifiques en France. Mais si on généralise... Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas enseigner les matières scientifiques en français parce que nous n'avons pas les enseignants
capables de le faire. Donc il faut reformer les enseignants, c'est ce que vous êtes en train de dire, Non, en priorité. il faut voir la réforme sur cette question-là. Et là, c'est pour Et l'approche non, doit être... ce qu'on dit de Oui. plus, c'est que nous sommes ouverts au dialogue. On est prêts à écouter le gouvernement, ses experts, et qu'ils nous convainquent qu'ils sont prêts, comment ils vont faire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, sur un sujet aussi important que l'éducation, on ne se contente pas de slogans tels que cette déclaration que vous avez citée. On veut avoir, un mode d'emploi. On veut avoir un mode d'emploi. Parce qu'on a vu que dans un certain nombre de cas, on a vu dans le programme d'urgence de l'éducation, on nous a dit « Ah, on va mettre 30 milliards ». Nous avons gaspillé 30 milliards sans résultat. On ne veut plus passer par là. On veut un mode d'emploi. On veut que ça soit concret. Et est-ce que la position de l'Istiklal a évolué par rapport à celle des années 80, de Yassine Laraki, qui avait porté, pas appliqué, porté une vision qui était l'arabisation du système éducatif? Là aussi, vous avez remarqué que dans cette vision, il y avait un défaut. La mise en œuvre a été mauvaise. Nous, on ne revient pas sur le principe. On ne revient pas sur l'arabisation. Ouais. C'est un principe qu'on défend toujours. C'est normal. Toujours aujourd'hui pour l'arabisation. C'est la langue nationale. Bien sûr, l'arabe, c'est la langue de base. Et l'arabe et l'amazigh maintenant, vu la Constitution. Maintenant, l'arabisation des années 80 a été mal faite, mal conduite. Nous n'avions pas mis en œuvre les moyens. Il faut reconnaître, il y a eu des erreurs de mise en œuvre. Sauf que ça fait 37 ans. Ces erreurs, ils auraient pu être corrigées. Et 37 ans après, il y a toujours ces erreurs? Non. Est-ce qu'on paye aussi le lourd tribut de ces erreurs et de ces choix politiques faits dans les années 80? Parce que celui qui est né au début des années 80, il a 30 ans, 35 ans aujourd'hui. Ce n'est pas ça la cause aujourd'hui. Oui. Parce qu'à l'époque, justement, il y avait une erreur par défaut d'enseignants formés, etc., etc. On ne veut pas refaire la même erreur dans le sens contraire. On ne veut pas refaire la même. Et on reconnaît qu'il y a eu une erreur au début des années 80. Vous imaginez, Fouad Bouri, si dans les années 80, Yassine Laraki avait introduit l'anglais et généralisé le français comme langue enseignée, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui, selon vous? Écoutez... objectivement, si dans les années 80, on aurait eu plus de problèmes qu'aujourd'hui. On aurait eu beaucoup plus de problèmes, parce qu'on n'avait personne pour faire ça, ce que vous dites. C'est pas la peine de rêver en couleur. On ne peut pas faire le français aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'enseignant qui est francophone. Non, mais on veut bien faire du français, mais il n'y a pas d'enseignant francophone. On aurait formé aussi les enseignants en même temps. Est-ce que c'est une position idéologique de faire le français? Ou l'anglais, moi, parce que moi, je mets le français ou l'anglais sur le même pied d'égalité. Ce que je déduis, c'est que c'est une position idéologique. Nous, on est pragmatique. On dit aujourd'hui, on ne peut pas le faire. En tout cas, si j'ai bien retenu, si dans les années 80, Yassine Laraki avait décidé de généraliser l'anglais ou le français dès l'école primaire, primaire, collège, lycée, pour vous, on n'aurait pas eu de meilleurs résultats qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas... Écoutez, c'est pas ça. Il ne faut pas reformuler la question de cette façon. Je reviens sur cette période. L'arabisation qui a été menée au début des années 80, et qui était un principe normal, que nous soutenons, c'est-à-dire que l'enseignement au Maroc, à la base, doit être un enseignement arabisé, a été mal conduite. Donc, elle a posé un certain nombre de problèmes. D'accord ? La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que la question des langues, les langues étrangères, doivent être maîtrisées aujourd'hui plus qu'hier, et il faut donc que leur enseignement soit de qualité. Donc, on est bien d'accord. La population... La troisième chose, c'est que par rapport à ces deux principes de base, il faut maintenant voir quels sont les moyens dont on dispose et comment on peut faire les choses. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut s'écarter des postures, et regarder la réalité des choses. De quoi disposons-nous? De quelles ressources disposons-nous? Et comment nous allons faire de manière très détaillée. On ne veut pas mettre l'avenir de nos enfants, l'hypothéquer à des postures. En même temps, je ne sais pas est-ce que vous considérez qu'on a toujours le temps, compte tenu qu'on a entre 300 et 350 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, qu'on a un taux de déperdition scolaire qui est à peu près de 300 000 par an, les 3 millions de NEET, là, les ni en emploi, ni en formation, est-ce qu'on a le temps aussi? Parce que j'ai l'impression que, comme si effectivement on est conscient des urgences sociales, mais qu'en même temps on se dit, bon, on a encore le temps. On peut s'offrir le luxe aussi de dire, bon, l'anglais ou le français généralisé, on va voir, attendons le résultat, attendons qu'on soit convaincu. Mais il y a d'autres, me semble-t-il, d'autres urgences qui font que je ne sais plus si on a toujours le temps. Non. Je suis pas convaincu. C'est votre... L'anglais ou le français, je le répète, renforcer l'enseignement des langues étrangères, c'est un principe, je crois que tout le monde est d'accord sur ça. Mais par rapport aux urgences, le fait qu'il y ait 400 000 personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, qu'il y ait 3 millions de jeunes qui n'est ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, il y a des urgences, me semble-t-il, chaque année. On fait quoi en attendant? Écoutez, est-ce qu'on prend le temps encore de réfléchir ou on décide et puis on voit? Là, vous parlez de l'éducation.
L'éducation nationale de manière générale. Parce qu'il y a l'éducation, ensuite il y a la formation et de la formation oui. de manière générale. Effectivement, c'est un sujet prioritaire. Il y a eu un certain nombre d'initiatives sur ce sujet-là, et notamment Sa Majesté a plusieurs fois remis ce problème sur le tapis de manière à s'assurer que les acteurs travaillent sérieusement sur ce sujet, notamment sur le problème de la formation, vous l'avez bien vu encore ces derniers mois. Il n'y a toujours rien d'ailleurs. Oui. Il n'y a toujours rien. On n'a pas encore vu les mesures. Il n'y a toujours rien. Oui, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Vous avez fait des propositions sur la formation professionnelle? Pas à ma je sais que vous avez fait des non, pas à ma sur le modèle connaissance. Je n'ai pas ce sujet en tête, sincèrement, donc je ne peux pas vous répondre de manière précise, mais je suis d'accord avec vous que c'est un sujet prioritaire et important. Alors, si vous me posez la question à moi, quelles sont vos recommandations? Je vous ai déjà répondu et je peux le revenir. Premièrement, il y a un problème de gouvernance qui est la première cause d'après les observateurs extérieurs neutres. Il y a ce problème de gouvernance qu'il faut traiter. Je pense que la gouvernance peut être améliorée via la régionalisation. C'est-à-dire que moi, ma vision à moyen terme, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est que l'école dépend de la commune et le collège ou le lycée dépend de la région. Non, ça, et non plus de l'État. C'est le modèle franco-français, ça. C'est normal, c'est la proximité dans la gestion. On ne peut pas gérer de Rabat quelque chose. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ma position. Aujourd'hui, il y a un problème d'absentéisme, notamment des enseignants, de gestion à l'intérieur de l'école. Si moi, je suis parent d'élèves, il faut évidemment impliquer les élèves, impliquer les parents d'élèves et les enseignants dans cette réforme. Je vais, le prof est absent aujourd'hui, il est absent demain, il est absent après-demain. Qu'est-ce que je fais? Je vais taper à la porte de mon élu. Parce que cet élu, je l'ai élu. Il est dans mon quartier, c'est l'élu communal. Et qui sera responsable de l'école. Et je lui dis, monsieur, pourquoi il n'y a pas d'enseignant? Et donc, j'implique le parent d'élève aussi dans la réforme de l'école, parce qu'il est impliqué. Donc voilà la vision à moyen terme, ce qu'on doit, à mon avis, chercher à atteindre. Et c'est pour ça que la réforme des AREF, quand on recrute ces enseignants dans le cadre des académies régionales, c'est un pas dans cette direction. C'est-à-dire que déjà une partie du personnel, elle est régionale. Est-ce que vous êtes pour ou contre, parce que c'est un débat qui, à mon avis, va revenir très vite, gratuité ou pas de l'enseignement public? Aujourd'hui, c'est un faux débat. Oui. Pourquoi? Parce que tous les gens qui ont un minimum de moyens ne vont pas à l'enseignement public. Donc on va mettre des frais pour, de toute façon, des gens qui ne vont pas les payer parce qu'ils vont être exonérés. D'accord? Donc ça, c'est quasiment un faux débat aujourd'hui. Maintenant, dans l'enseignement supérieur, ça ne me dérange pas, on peut envisager cette question dans l'enseignement. Ça, c'est une position, encore une fois, personnelle. Je ne pense pas que le parti ait pris une position claire sur ce sujet. Non, mais vous, en tout cas, vous êtes pour l'université. À le fait que les familles aisées... Mais parce qu'il y a des cas de familles aisées qui payent des frais, qui vont dans du privé, qui payent, etc., qui laissent leurs enfants au Maroc. Et j'espère que de plus en plus d'étudiants vont étudier au Maroc. Par contre, dans l'enseignement primaire et secondaire, je pense que c'est un faux problème. Non, mais juste parce que c'est un débat aussi qui était un peu d'actualité il y a quelque temps, qui risque de revenir d'actualité. La classe moyenne inférieure, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 5 000, 4 000 dirhams, qui a de la peine à joindre les deux bouts, il envoie son enfant dans l'enseignement privé. Il paye 500 dirhams par mois, il paye 600 dirhams par mois, il ne l'envoie pas au public. Donc pour vous, c'est un faux débat. Qui c'est qui va payer? Celui qui n'a pas de revenus, on ne va pas lui demander de payer. On passe au modèle développement, modèle fiscal aussi, parce qu'il y a les assises de la fiscalité. Tout à fait. Le 3 et 4 mai prochain, c'est ça? Juste avant le début du ramadan d'ailleurs. Hasard ou coïncidence du calendrier, en tout cas, ça sera 24 heures ou 48 heures avant. Là-dessus, juste modèle développement. Aïssa Khenouch et RNI a dit voilà, nous on a déjà remis on a été les premiers à remettre notre. C'est nous qui avons été les premiers. Ah, donc une course de leadership à qui a été le premier? RNI, Stirklel, non? Que ceux qui ont remis au cabinet, disons, oui. Nous l'avons fait il y a plusieurs mois. Pourquoi il dit on a été les premiers, nous? Je ne sais pas. Il l'a redit samedi à là. Ils ont publié un document public. Maintenant, ce n'est pas le document remis à la commission. Ah, ça, c'est possible. Maintenant, cela dit, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Sur ça, quelques observations. Je pense que pour recentrer le débat sur ça. D'abord, le modèle développement sur lequel travaillait le Maroc pendant la décennie 2000-2010 ou jusqu'à dernièrement, jusqu'à 2015 ou 2016, on ne peut pas dire que c'est un modèle qui a échoué. C'est un modèle qui a atteint un certain nombre d'objectifs qu'on peut lister, mais le monde a changé, les attentes ont changé, les conditions économiques, concurrentielles, sociales ont changé, et donc il est normal qu'on fasse évoluer et changer de modèle de développement. Premier constat, on ne dit pas que le modèle de développement antérieur a échoué. Parce qu'on a réalisé dans la décennie 2000-2010
des taux de croissance de 4 à 5%, on a diminué la pauvreté, on a augmenté la scolarisation, etc. Et si je vous dis que 14 millions de personnes âgées de plus de 15 ans sont en dehors du marché du travail, source au commissariat au blanc, est-ce que vous maintenez le fait que le modèle précédent était un bon modèle? Il a atteint il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il a atteint ses limites. Le parti de l'Istiklal, en décembre 2012, ça fait 6 ans, a envoyé un mémorandum au chef de gouvernement qui dit le modèle de développement, il faut le changer. Il faut qu'on envisage de nouvelles manières de faire. Le parti d'Istiklal lui-même, quand il était au gouvernement dans la décennie 2000-2010, a beaucoup travaillé sur le domaine, par exemple, des infrastructures. Aujourd'hui, nous disons que ce n'est plus ça qui doit être la priorité. Il ne faut plus investir dans les infrastructures. C'est pas qu'il faut plus investir, mais ce n'est plus la priorité. Pour arbitrer. Aujourd'hui, c'est très simple. On a le Maroc est l'un des pays qui investit beaucoup, on investit 30 ou 32% du PIB, pour des résultats en termes de croissance très faibles. C'est-à-dire quand les pays ont besoin de 5 ou 6 points de PIB par point de croissance, nous c'est 10 points ou 12 points de PIB par point de croissance. Donc on a un problème de modèle de développement. Deuxièmement, cette croissance, même quand elle est là, crée très peu d'emplois. Avant, un point de croissance créait 40 000, maintenant il crée 20 000. Donc on a un problème de modèle de développement. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde... tout le monde a fait le diagnostic là-dessus. Nous avons fait, effectivement, dans le cadre, disons, de la procédure aujourd'hui, c'est-à-dire envoyer une contribution. Alors, maintenant, il faut quand même que les citoyens, ou ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on attend de ça? Parce qu'un modèle de développement, ce qu'on attend, c'est quand même un document, si j'ai bien compris, qui est unique. C'est-à-dire, il y aura des propositions des forces vives de la nation, des partis, des syndicats, des intellectuels, des think tanks, etc. Et à partir de là, on va essayer de faire une synthèse de modèle de développement. Donc ça veut dire, c'est pas un programme politique, c'est pas un programme de gouvernement. C'est-à-dire que le modèle de développement devrait être un document fédérateur sur lequel les forces vives marocaines, de manière générale, même si ce n'est pas total, mais de manière majoritaire ou largement majoritaire, adhèrent à un certain nombre de principes, à une vision. Et après, à partir de ce cadre qui devrait nous engager, chacun pourrait construire ses propositions politiques, ses propositions économiques détaillées, c'est-à-dire la mise en œuvre du modèle de développement. Il allait faire campagne en 2021, c'est ça. Plus sérieusement, est-ce que la fiscalité, pour vous, c'est le préalable? Non, la fiscalité. Parce que la fiscalité, les assises... Aujourd'hui, le problème, l'un des problèmes qu'on voit, c'est que la fiscalité est pratiquement considérée comme le seul levier de politique publique ou de politique économique. En tout cas, c'est le seul levier de recettes pour l'État. Oui, voilà, mais, donc c'est mais les 200 plus milliards, que ça, ils proviennent de la on mer. voit que les débats sur la fiscalité, la loi de finances, c'est le moment économique par excellence, et on a l'impression que la fiscalité au Maroc est devenue le seul levier ou la seule levier de politique publique pour stimuler l'économie, etc. Non, ce n'est pas le seul. Nous, ce que nous pensons, c'est que la fiscalité a un rôle économique important, mais un rôle également de redistribution et de partage des richesses important, notamment à l'égard de la classe moyenne et des classes défavorisées. Et donc, c'est normal qu'on revoie notre fiscalité. Donc, mais tout en gardant toute proportion gardée, c'est-à-dire en sachant qu'il y a d'autres leviers de développement, comme la formation, comme la politique monétaire ou la politique d'échange. Il y a d'autres leviers de la politique économique. A priori, on reste sur la fiscalité. Et moi, ce qui m'interpelle, et j'en profite parce que j'ai un responsable politique, une fois de plus, en face de moi, c'est que ce débat sur la fiscalité, ou sur la politique monétaire d'ailleurs, il est porté par l'administration, par les hauts fonctionnaires, jamais par les politiques. Alors je me dis, par exemple, sur les assises de la fiscalité qui vont se dérouler le 3 et 4 mai prochain, sur la fiscalité, l'Istiklal, c'est quoi? Il en pense quoi? Est-ce qu'effectivement, il veut réduire l'inéquité entre la fiscalité sur le travail et sur le capital? Est-ce qu'il y a des choses dans ce sens parce qu'il y a des choses que vous avez mis en place aussi. Parce que je rappelle que vous avez dirigé et co-gouverné le pays pendant très 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 longtemps. La création de l'impôt, de la première fiscalité, il y avait l'Istiklal. Pendant une douzaine d'années. Voilà, il était aux responsabilités. Donc aujourd'hui, c'est quoi la vision? Est-ce qu'il y a une vision dans ce sens de l'Istiklal sur cette question-là? Parce que je me dis, même si vous dites que ce n'est pas le principal levier, la fiscalité, j'ai envie de vous dire si aujourd'hui. Parce que si on veut réduire... C'est le principal levier, oui, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, voilà. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a des propositions de vision, en tout cas de Fouad Doueri, aujourd'hui, sur cette question-là et sur ce terrain-là? Aujourd'hui, nous travaillons sur ce sujet afin de participer par des propositions et par une contribution aux assises de la fiscalité. Donc on travaille en tant que parti, on travaille en tant qu'alliance des économistes, Istiklalien, et c'est un sujet important. Alors, on n'a pas abouti dans nos travaux, puisqu'on a encore
1 mois et demi ou 2 mois de travail avant les assises, mais effectivement, il y a des propositions importantes à faire. Parce que là, on pense que dans la fiscalité... Moi, quelques observations. On pense d'abord sur tout ce qui est les niches fiscales. Les niches fiscales, c'est un sujet qu'il faut mettre à plat. Aujourd'hui, notre position, on l'a dit depuis des années, elle est pas nouvelle. On distribue les 34 milliards de dirhams qu'on distribue chaque année dans la dépense fiscale. De manière générale. Il faut mettre ça à plat pour vous. Il faut mettre ça à plat et il faut avoir quelques principes. Une niche fiscale, pour moi, ou un avantage fiscal, doit être incitatif, limité dans le temps, et sa mise en œuvre doit être contrôlée, faire l'objet d'un rapport qui montre ses avantages et ses inconvénients. On ne peut pas donner à quelqu'un... Je suis d'accord que l'État peut, de manière incitative, aider un secteur, aider une catégorie de la population, aider un secteur industriel ou économique, mais ça ne peut pas être ad vitam aeternam. On aide un secteur pour qu'il se structure, pour qu'il devienne fort, mais on n'a pas à subventionner un secteur à très longue durée. Ça, c'est une première observation sur les propositions qui feront, sur lesquelles nous travaillons pour les assises de la fiscalité. Par exemple, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien rapporte l'impôt sur l'agriculture ? L'impôt sur qui est collecté ? Ouais. Non. Je sais ce que ça coûte à l'État. Non, mais personne ne le sait. Pourquoi on ne sait pas ce que ça rapporte ? On a mis en place un impôt il y a quelques années, personne ne nous en parle. Il y a un brouillard total. Mais pourquoi ? Parce que ça ne rapporte pas grand-chose. Je vais vous dire pourquoi ils n'en parlent pas. Les recettes. Mais aujourd'hui, pourquoi les grands agriculteurs ne contribueraient pas davantage ? C'est quand même des entreprises industrielles aujourd'hui, ce n'est pas des agriculteurs, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont aidés par l'État de manière très très forte. Aujourd'hui, l'agriculture bénéficie d'un budget de l'ordre de 10 milliards de dirhams qui est d'aide aux agriculteurs de manière générale, pilier 2 du plan Maroc vert. Il y a le coût de l'eau qui est très faible, ils ne payent pas le coût de l'eau, le prix de revient de l'eau, et ils payent très peu d'impôts. Bon, on peut se reposer cette question. Voilà par exemple une question qui devra venir aux assises de la fiscalité. Sur l'impôt sur le revenu, sur l'agriculture, la progressivité de l'impôt sur le revenu. Sur l'agriculture, est-ce que vous ne considérez pas aussi que ça a permis de structurer un peu les filières ? Est-ce que ça permet pas d'avoir une fois, je vous dis, on fait pas les choses plus vulgairement, est-ce que ça permet pas aussi d'avoir un kilo de tomate à 4-5 dirhams ? On ne fait pas les choses ad vitam aeternam. L'État a fait beaucoup pour l'agriculture. Il faut aujourd'hui se poser la question sur... Qu'est-ce que ça rapporte ? Il faut continuer à soutenir. Ouais. Mais il faut que les gens qui gagnent beaucoup doivent payer des impôts. Les agriculteurs, les grands agriculteurs ne payent pas suffisamment d'impôts. Des impôts de manière sérieuse et de manière forte. Moi, je ne sais pas ce qu'ils payent. Mais enfin, j'attends qu'on nous dise. Mais... D'après les informations que j'ai, ça ne rapporte pas grand-chose pour l'instant. Les principaux agriculteurs de ce pays, les grands agriculteurs, ce n'est pas les principaux contributeurs à l'impôt, ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, l'impôt sur l'agricole, tel qu'il a été institué il y a quelques années, pour l'instant, ne rapporte pas grand-chose et on peut se poser la question, est-ce que c'est légitime ? Sur l'IR, vous disiez ? Par contre, sur l'IR, voilà un autre sujet. Nous pensons que l'IR tel qu'il est aujourd'hui pénalise trop la classe moyenne. Il faut revoir les tranches de l'IR. Peut-être mettre plus de tranches, mais en tout cas élargir les tranches qui concernent la classe moyenne, parce que c'est pas normal. La classe moyenne, aujourd'hui, est trop pénalisée par l'impôt sur le revenu. Donc il faudrait baisser la pression fiscale sur les... Mais pour la classe moyenne, pour les... Pourquoi ne pas l'augmenter pour les gens qui ont des très hauts revenus ? C'est une question qui mérite de se poser. Donc on va être sur un modèle, en fait, pour réduire les inégalités, c'est rééquilibrer entre les riches, entre guillemets, et les moins riches. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Oui, aujourd'hui, oui. Je pense que la classe moyenne doit élargir les tranches qui touchent la classe moyenne, et peut-être qu'il faut mettre un taux plus élevé pour une tranche plus élevée, parce qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui pourraient contribuer davantage. Donc on va devenir le pays qui va taxer les riches. Ou plus taxer les riches, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pas taxer les riches, c'est redistribuer. Il faut, aujourd'hui, vous savez, il y a... Vous pensez qu'en taxant les riches, en taxant plus le capital, est-ce qu'on redistribue plus de richesses ? Non, juste, c'est une question philosophique. Il faut redistribuer. On a une problématique de redistribution et une problématique sociale. Il faut réfléchir comment l'adresser. La fiscalité peut être l'un des moyens de l'adresser. Est-ce qu'on a un problème de redistribution ou un problème de création de richesses ? Le problème de fond, dont je n'ai pas parlé sur la fiscalité, évidemment, c'est l'assiette. C'est l'assiette. Donc, ça, tout le monde est d'accord. Je pense, malgré tout, que la direction des impôts, le CFARAJ, fait du travail, fait du bon travail. Il faut le soutenir politiquement, il faut l'encourager. Il le fera dans le cadre de ce qui sera décidé dans les assises de la fiscalité. Vous êtes sérieux quand vous dites ça ? Oui, je suis sérieux. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu, Omar Farage, lorsqu'il était pris à partie par les commerçants grossistes ? Quand je dis vous, c'est-à-dire l'Istiqlal, comme d'autres partis politiques. Je parle du directeur des impôts. Oui, Omar Farage, et toute sa politique et toute sa stratégie. Oui, écoutez. La facturation électronique, ces choses-là, Omar Farage considère, je ne suis pas son porte-parole, mais en tout cas, c'est les échos que j'ai eus au niveau de la Direction Générale des Impôts,
que les partis politiques dans leur ensemble, y compris l'Istiqlal, mais pas que l'Istiqlal, mais également l'Istiqlal, a lâché Omar Farage, a lâché la DGI, et ça a été une fuite en avant. Ça a été le politique qui est parti à la course en laissant le patron de la DGI face au mécontentement social des commerçants grossistes. Ce que nous disons, cette question, d'abord, elle concerne beaucoup plus les politiques que la DGI. La DGI, c'est une instance de mise en œuvre d'une politique décidée par le gouvernement. La DGI, c'est une administration. Donc, elle exécute les décisions du pouvoir politique. Oui, mais le gouvernement n'a pas voulu assumer sa décision politique. Donc, voilà, le problème, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on savait qu'il y avait ce problème, nous avons un groupement qui s'appelle l'UGEP, l'Union Générale des Entreprises et des Professions, qui est le syndicat des commerçants notamment, des artisans et des commerçants surtout. Nous avons demandé 2 ou 3 réunions au ministre du Commerce et de l'Industrie, officiel, par des lettres, pour lui dire, écoutez, il faut qu'on voit comment ça va se passer. Il n'a pas répondu. Vous l'avez fait à l'ami. Il n'a pas répondu. Ben, c'est quand même un problème. Donc, c'est un problème politique. Et c'est un problème, je vise beaucoup plus les décideurs gouvernementaux. Effectivement, cette question, il y a beaucoup de problèmes de mise en œuvre et d'explication. Ce n'est pas le principe. Mais là, la mise en œuvre et l'explication, et ça, effectivement, ça n'a pas été fait. La DGI peut avoir une responsabilité là-dessus. C'est possible. Maintenant, quand je dis qu'il faut soutenir le travail de la direction des impôts, c'est-à-dire que ce travail d'élargissement de l'assiette, il faut que la direction des impôts ait la légitimité, le soutien pour qu'elle puisse le mener à bien, parce qu'il y aura des lobbies qui vont s'opposer, etc. Cela dit, et on l'a dit en tant que parti, je le répète, il faut faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec les gens, préparer les décisions, préparer les modalités de mise en œuvre des décisions, et ça c'est un travail politique, et également un travail de terrain. Mais vous, au niveau des cercles de l'Alliance des économistes, vous saviez très bien que l'adresse électronique, que l'ICE allait être mis en place à partir de le courant de l'année 2019. Ça, vous le saviez. Vous le saviez. Mais ça pose pas de problème, monsieur. Ça pose pas de problème de mettre en place l'ICE. Sur le principe, personne n'est contre. Ce que je vous ai dit, c'est que pour les commerçants notamment, notre groupe, notre syndicat de commerçants a sollicité le gouvernement à plusieurs reprises. Il n'a même pas été appelé pour dialoguer. Donc il y a là un problème. Parce qu'un ministre, il doit répondre. Surtout un syndicat représentatif qui regroupe des milliers et des dizaines de milliers de commerçants. Et donc là, il y a un problème politique. Mais je dis néanmoins, il faut que le directeur des impôts, dans son travail d'élargissement de l'assiette, soit soutenu politiquement, parce que c'est un travail qui va rencontrer des résistances. Mais pour que ce travail soit soutenu, il faut qu'il soit fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec de la préparation, de la concertation, de la communication, etc. Et de l'engagement politique, du courage politique et de la responsabilité politique. Ce que je constate, c'est que par contre, c'est que le gouvernement, lui, s'est complètement défaussé. Les uns sur les autres. L'opposition un peu aussi, non? L'opposition n'est pas au gouvernement, elle n'est pas responsable. L'opposition, c'est normal, c'est une opposition. Elle n'est pas responsable de cette situation. L'opposition n'est pas responsable. C'est le gouvernement qui est responsable de la situation. Le gouvernement qui est responsable. Et le gouvernement s'est défaussé en disant oui, finalement, il a reculé. Donc, nous, en tant qu'opposition, qu'est-ce qu'on dit? Je viens de vous le répéter. On dit, nous avons même sollicité des réunions d'explication pour la mise en œuvre qui n'ont pas eu de suite. Donc on dit, attention, ces responsables devraient faire attention. Ils devraient écouter. Et là, en l'occurrence, c'est le RNI, c'est ça? C'est le ministre RNiste, en tout cas. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est Moulay Fedlah, en l'occurrence. Merci en tout cas, vous, Fouad Doueri. Merci. Je rappelle que vous avez été ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Et de l'Environnement. Et de l'Environnement. Vous êtes membre du Conseil national de l'Istiqlal et membre également de l'Alliance des économistes Istiqlal. On n'a pas assez parlé de l'eau, oui, qui est un sujet majeur au Maroc, qui est vraiment un sujet majeur, et sur lequel, en tant qu'Alliance des économistes, là aussi, on travaille, et majeur pour toutes les raisons que tout le monde connaît, et notamment la problématique du financement. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre effectivement, dans d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances, effectivement, même si là, aujourd'hui, c'était intéressant d'ouvrir le débat aussi sur la fiscalité, parce qu'il y a ces assises le 3 et 4 mai, et d'entendre aussi un responsable politique prendre la parole là-dessus, parce qu'on a l'impression que certains regrettent, en tout cas, ou déplorent le fait que ce soit plutôt l'administration qui porte cette réflexion sur le nouveau modèle en matière de fiscalité que le politique. Donc c'est important d'en parler aussi. Une fois de plus, merci. Nous aurons des propositions qui seront rendues publiques. Dans les prochains jours. Pas dans les prochains jours. Prochaine semaine. Parce qu'on a encore. Il reste 2 mois. Ce sera certainement la deuxième quinzaine d'avril. D'accord. Merci en tout cas. Une fois de plus à vous. Fouad Doueri, je vous souhaite une belle journée. Merci.